Ok, merci Orion. Merci à tous. Je suis Aina, je suis Clinical Customer Success Manager chez Nostogenomics. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de l'intelligence artificielle qui révolutionne déjà la génomique clinique. Et dans le travail que nous faisons chez Nostogenomics avec le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle et de logiciels pour les diagnostics cliniques. Et comme vous savez, la génétique clinique est une spécialité médicale complexe car il nécessite la collaboration des spécialistes ayant différentes expériences professionnelles et qui utilisent des technologies et des méthodes sophistiquées pour extraire et déchiffrer les informations génétiques afin de diagnostiquer et traiter les patients atteints de maladies génétiques. Et voici un résumé du déroulement du diagnostic d'un patient qui serait une consultation génétique où vous pouvez voir le flux de travail de tous les spécialistes. Mais aujourd'hui, en raison du manque de temps, je me vais concentrer sur les généticiens cliniciens et l'analyse des variants. Alors, les généticiens cliniciens, ils reçoivent un patient en consultation et ça c'est un processus complexe car il doit utiliser toutes ses connaissances et son expérience pour l'orienter vers les tests génétiques, différents diagnostics et considérer toutes les informations et les interrompre et sur cette base prendre une décision. Il est important de souligner que les êtres humains nous sont très doués pour gérer la complexité, pour recueillir des informations provenant de différentes sources, en les intégrant et en gérant ces complexités à l'aide de nuances et de contextes. Mais nous sommes moins doués pour gérer cette complexité lorsque nous sommes sous pression. Par exemple, dans une consultation où nous avons 10 ou 15 minutes pour considérer toutes les informations et prendre une décision qui, combinée à la pression du manque de temps, peut nous conduire à commettre des erreurs. Alors ici, il me semble être un bon point pour aborder le sujet d'aujourd'hui, à savoir l'intelligence artificielle, en me concentrant sur son implémentation clinique et son adoption dans les flux cliniques. Alors, l'intelligence artificielle est définie comme un système informatique qui met des fonctions cognitives humaines complexes, telles que l'apprentissage et le raisonnement pour résoudre des problèmes. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, parmi eux le machine learning ou apprentissage automatique, qui est un type d'algorithme capable d'apprendre des modèles à partir des données sans que des règles explicites ne soient programmées lors du développement de l'algorithme. Et un sous-type de machine learning est le deep learning ou apprentissage profond, qui est un type d'algorithme avec une architecture un peu plus complexe, comprenant plusieurs niveaux neuronaux qui peuvent se dédier au traitement des données complexes et par conséquent peut gérer les données et une architecture complexe sans avoir besoin de les désigner manuellement. Finalement, ce type de deep learning est celui des large models linguistiques ou LLMs, qui sont des algorithmes qui ont été entraînés sur un ensemble de données énormes et qui, en plus de toutes les capacités que nous avons déjà vues, ils ont également une capacité générative permettant de générer du texte, des images, de la musique et même des vidéos. Et même si certains de ces termes ne nous sont pas familiers, la vérité est que nous sommes entourés d'algorithmes d'intelligence artificielle. Par exemple, les algorithmes que nous avons sur Netflix ou Spotify et les algorithmes afin de déverrouiller notre téléphone ou le plus connu, ChatGPT, qu'aujourd'hui compte déjà avec 800 utilisateurs hebdomadaires. Et il est important et il est naturel de se demander quel impact peut avoir l'intelligence artificielle sur la pratique de la médecine et plus particulièrement sur la pratique de la génétique clinique. Alors, au-delà d'un simple outil, l'intelligence artificielle peut jouer aujourd'hui un rôle réel en tant que partenaire en la génétique clinique, mais il est important de faire un recul et d'identifier nos points forts en tant qu'êtres humains, mais aussi notre point faible pour lesquels les algorithmes peuvent nous aider. Et je l'ai déjà dit que les êtres humains, nous sommes très doués pour gérer la complexité et nous sommes également capables d'être meilleurs que les algorithmes en matière de relations humaines, empathie, raisonnement et jugement éthique. Mais cependant, il y a des domaines dans lesquels les algorithmes peuvent présenter des avantages. Euh, Par exemple, pour les activités qui sont répétitives, spécialement si celles-ci sont sujettes aux erreurs. Et cette capacité, combinée la capacité de reconnaître des modèles à grande échelle, en font de très bons candidats pour faire certaines tâches ou activités dans lesquelles nous pouvons nous aider de l'IA pour améliorer notre travail, notre charge de travail, pour diagnostiquer et traiter les patients. Mais si nous utilisons l'intelligence artificielle en tant que partenaire en génétique clinique, nous devons avoir un certain niveau d'exigence. Tout comme nous exigeons les professionnels de la santé et de la génétique clinique d'avoir une formation, une licence professionnelle et qu'ils pratiquent la médecine fondée sur les preuves et que tout cela se fasse dans un cadre réglementaire légal
il est logique que si nous utilisons un logiciel comme un dispositif médical, les algorithmes sont également approuvés par la réglementation conforme aux normes ISO et soumis à des études de validation clinique à certaines fréquences, car la génétique progresse rapidement et aussi les algorithmes évoluent. Il est important d'avoir des paramètres de performance réels. Finalement, il est important, quand nous mettons un logiciel sur le marché, il est important de nous assurer que le logiciel est sûr au moment de sa mise sur le marché et qu'il reste sûr au fil du temps. Et il est aussi important de noter qu'un algorithme publié est disponible sur GitHub, par exemple, et ça signifie pas que l'algorithme fonctionnera. Et même si l'algorithme fonctionne, ça ne signifie pas que l'algorithme a été validé pour faire ce qu'il est censé faire. Et finalement, qu'un algorithme qui a été validé, ça ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un algorithme de niveau clinique qui peut être utilisé en toute sécurité dans un contexte clinique. Et maintenant, je voudrais revenir au flux de travail de l'analyste des variants, qui doit analyser toutes les variantes de génétique dans le patient et afin de les classifier, d'identifier ceux qui sont les plus susceptibles à cause de la maladie et de les consigner en rapport médical afin de diagnostiquer les patients. Et l'important ici est le fait qu'il doit commencer avec un fichier VCF très volumineux, avec comprenant centaines de milliards de variantes ou millions de variantes si on analyse un génome. Et il s'agit d'appliquer des méthodes de filtrage pour réduire le nombre de variantes, pour analyser seulement quelques variantes, ce que les êtres humains nous pouvons analyser au quotidien. Et ça, c'est une activité idéale pour l'IA parce d'une part, il doit reconnaître des modèles de grande échelle et de l'autre, il est une activité très répétitive, complexe et sujet aux erreurs. Et c'est spécifiquement ce que nous faisons à Nostogenomics avec le développement d'ION. ION est une plateforme d'IA pour l'interprétation des variantes qui transforme les données génétiques et cliniques en diagnostics pour les patients. ION est un algorithme qui a été développé et entraîné à partir des données de différents types, de plusieurs types, comprenant données moléculaires, physiologiques, pathologiques et expérimentales. Et lors d'une analyse d'un échantillon de patient où les données génétiques et cliniques sont recueillies, avec ION, nous nous sommes réduits à filtrer pour analyser seulement une poignée de variants, mais nous pouvons faire une analyse exhaustive et faire une prédiction des effets de niveau moléculaire pour tous les variants soumis à une analyse. Et cette prédiction est suivie par une prédiction des effets au niveau clinique qui va être comparée avec les phénotypes du patient. Et finalement, en résulte une liste de diagnostics moléculaires et cliniques à examiner par un analyste. Et pour vous donner un exemple, ici, il y a un cas d'une personne vivant avec une maladie non diagnostiquée, dont l'acronyme est PLWD. Il s'agit d'un enfant de 6 ans que, peu après sa naissance, il a commencé à présenter des anomalies affectant de systèmes anatomiques au niveau neurologique et au niveau squelettique. Au niveau neurologique, il présente un retard de relevage du développement et un retard moteur grave, hypotonie, et à l'IRM cérébral, on peut détecter petites kystes frontaux. Au niveau squelettique, il présente une morphologie thoracique anormale avec une scoliose très prononcée et anomalie de l'os de l'ange et du radius. Les patients ont été suivis dans un centre hautement spécialisé en génétique et plusieurs analyses ont été réalisées. En 2009, un trio d'exemples qui s'est révélé négatif. 2 ans plus tard, en 2021, en réanalyse de l'OS de l'exemple, il s'est révélé aussi négatif. Et plus tard, en 2023, un trio de génomes à lecture courte a été réalisé, mais il s'est révélé aussi également négatif. Et ça, c'est la raison pour laquelle ces patients a été orienté vers un diagnostic hackathon où un trio de génomes à lecture longue à l'aide de PacBio a été réalisé et les données ont été analysées sur la plateforme d'ION. Et voici les résultats. À première vue, les variants ne sont particulièrement remarquables. Aucun des deux n'avait été classifié dans ClinVar et aucun des deux n'avait été observé intérieurement dans ces laboratoires. Et nous n'avons pas des informations de preuves pour classifier les variantes autrement comme variantes de signification incertaine. Mais grâce à notre algorithme de classification des variantes, nous pouvons détecter qu'au moins l'un des deux présente
caractéristiques moléculaires indiquant pathogénicité. Et ça, combiné à le phénotype du patient et à la ségrégation des variantes, en font des très bons candidats pour expliquer la pathologie de l'enfant. Vous voyez ici que Lyon a suggéré une maladie qui est une dysplasie immunosquelettique avec une anomalie du développement neurologique. Ça veut dire qu'il y a trois systèmes affectés, les squelettiques, les neurologiques et aussi les immunologiques. Mais les composants immunologiques n'avaient pas été décrits. Alors, il est important de souligner aussi que quand Lyon suggère une maladie comme candidate, il fournit aussi une liste de phénotypes susceptibles d'être observés sur la maladie, permettant de faire un phénotypage inverse. Ça veut dire que nous pouvons revenir aux patients et de traiter d'identifier si les patients présentent quelques phénotypes en y prêtant un peu plus d'attention. Et dans le cas de ces patients, quand ils ont fait ça, ils ont détecté que les patients présentaient quelques caractéristiques squelettiques correspondant à celles qui ont été décrites dans la maladie. Il est aussi important de souligner que les patients et la mère étaient présents à ces hackathons et quand ils ont demandé à la mère si l'enfant a eu infections, il a constaté que l'enfant a souffert plusieurs infections tout au long de sa vie et qu'au cours des derniers mois, leur fréquence et leur gravité ont augmenté. Et avec cette information, nous avons constaté les composants immunologiques des patients de cet enfant. Et il est important aussi de dire que les généticiens cliniciens n'avaient pas cette information parce qu'ils n'avaient vu les patients depuis d'un an. Et cette information, seulement la mère la savait. Et, alors, pour continuer, je veux dire que nous utilisons ION et nous voulons que ION soit utilisé comme un dispositif médical. Et c'est pour cette raison que ION est un dispositif médical certifié UVDR. Et nous avons un système de gestion de la qualité certifié sur la norme 13485 et que nous sommes conformes au règlement général sur la protection des données de l'Union européenne et son équivalent suisse, et que notre infrastructure est conforme à la norme ISO 27001 pour la sécurité des données et que nous menons évaluations périodiques des performances cliniques de notre algorithme. Et nous avons plusieurs collaborations avec différentes institutions. Par exemple, en 2021, avec Genomics England, nous avons constaté une haute sensibilité de notre algorithme dans la détection des variants responsables des maladies dans différents groupes d'âge, pédiatriques et aussi adultes, pour différentes maladies et différentes ethniques. Et nous avons validé ces résultats 2 ans plus tard de manière externe en 2023. En 2023, nous avons participé à l'Undiagnosed Hackathon, comme j'ai déjà dit, et nous avons analysé les données d'exome et génome à lecture courte et à la lecture longue, et nous avons identifié la variante responsable dans les top 3 pour plus de la moitié des cas diagnostiqués ces jours-là. Nous avons aussi une collaboration avec l'Université de Leiden qui mène un projet pour le diagnostic par séquençage prénatal, qui est un projet très intéressant mais très difficile parce qu'il s'agit de séquencer les fœtus qui présentent des malformations structurelles. Et nous n'avons pas d'informations phénotypiques. L'information phénotypique est limitée parce que, d'une part, nous ne connaissons pas tous les phénotypes du fœtus, et aussi la maladie, les effets prénataux ne sont pas très connus. Mais néanmoins, nous avons constaté un rendement clinique élevé. Et maintenant que nous avons uni nos forces avec l'équipe de Barbis, comme Oriana a déjà dit, notre solution logicielle génomique comprend tout. Nous pouvons faire l'analyse des données de séquençage, des données au report clinique pour plusieurs applications et plusieurs technologies. Et nous avons la meilleure conformité réglementaire parce que les deux logiciels sont certifiés IVDR. Et nous avons une performance clinique exceptionnelle, notamment liée pour identifier les variants causaux et accélérer les processus de diagnostic. Et pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que la collaboration entre experts humains peut améliorer votre flux de travail, qu'il y a permettre une analyse pour approfondir en réduisant les délais ou vous permettre d'avoir une meilleure performance et coût réduit.
Et finalement, je dois m'arrêter là, mais je veux souligner encore une fois qu'il est important de gérer les attentes sur ce que nous pouvons faire ou ne pouvons pas avec toute sécurité avec l'IA. Ça, c'est tout. Merci.